Combray, de loin, à 10 lieues à la ronde, vue du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain. Et quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre en plein champ contre le vent comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées, qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait çà et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. À l'habiter, Combray était un peu triste, comme ces rues dont les maisons construites en pierre noirâtre du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l'ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu'il fallût, dès que le jour commençait à tomber, relever les rideaux dans les salles. Des rues aux graves noms de saints, desquels plusieurs se rattachaient à l'histoire des premiers seigneurs de Combray, rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques où était la maison de ma tante, rue Sainte-Hildegarde où donnait la grille, et rue du Saint-Esprit sur laquelle s'ouvrait la petite porte latérale de son jardin. La cousine de mon grand-père, ma grande-tante chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand Pré et qui, avec les 3 hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d'images gothiques à même la pierre où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma tante n'habitait plus effectivement que 2 chambres contiguës, restant l'après-midi dans l'une pendant qu'on aérait l'autre. C'était de ces chambres de province qui nous enchantent des 1000 odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil d'hiver encore était venu se mettre au chaud devant le feu déjà allumé entre les 2 briques, et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne, ou de ces manteaux de cheminée de château sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige, même quelque catastrophe diluvienne pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant qu'elle eût déplacé en parlant trop fort. Mais elle ne restait jamais longtemps, même seule sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge et qu'en empêchant le sang de s'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. Puis, dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle, et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Au bout d'un moment, j'entrai l'embrasser. Françoise faisait infuser son thé. Ou si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane. Et c'était moi qui étais chargé de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu'il fallait mettre ensuite dans l'eau bouillante. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel, où au-dessus d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine, ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre. Elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir pour se désennuyer à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Je n'étais pas avec ma tante depuis 5 minutes qu'elle me renvoyait par peur que je la fatigue. Elle tendait à mes lèvres son triste front pâle et fade sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux cheveux,
et où les vertèbres transparaissaient comme les pointes d'une couronne d'épines ou les grains d'un rosaire, et elle me disait « Allons, mon pauvre enfant, va-t'en, va te préparer pour la messe. Et si en bas tu rencontres Françoise, dis-lui de ne pas s'amuser trop longtemps avec vous, qu'elle monte bientôt voir si je n'ai besoin de rien. » Il y avait eu dans mon enfance, avant que nous allions à Combray, quand ma tante Léonie passait encore l'hiver à Paris chez sa mère, un temps où je connaissais si peu Françoise, que le 1er janvier, avant d'entrer chez ma grande-tante, ma mère me mettait dans la main une pièce de 5 francs et me disait « Surtout ne te trompe pas de personne. Attends pour donner que tu m'entendes dire « Bonjour Françoise ». En même temps, je te toucherai légèrement le bras. » À peine arrivions-nous dans l'obscure antichambre de ma tante, que nous apercevions dans l'ombre, sous les tuyaux d'un bonnet éblouissant, raide et fragile comme s'il avait été de sucre filé, les remous concentriques d'un sourire de reconnaissance anticipée. C'était Françoise, immobile et debout dans l'encadrement de la petite porte du corridor comme une statue de sainte dans sa niche. Quand on était un peu habitué à ces ténèbres de chapelle, on distinguait sur son visage l'amour désintéressé de l'humanité, le respect attendri pour les hautes classes qu'exaltait dans les meilleures régions de son cœur l'espoir des étrennes. Maman me pinçait le bras avec violence et disait d'une voix forte « Bonjour Françoise ». À ce signal, mes doigts s'ouvraient, et je lâchais la pièce qui trouvait pour la recevoir une main confuse, mais tendue. Mais depuis que nous allions à Combray, je ne connaissais personne mieux que Françoise. Nous étions ses préférés. Elle avait pour nous, au moins pendant les premières années, avec autant de considération que pour ma tante, un goût plus vif parce que nous ajoutions au prestige de faire partie de la famille le charme de n'être pas ses maîtres habituels. Aussi avec quelle joie il nous recevait, nous plaignant de n'avoir pas encore plus beau temps le jour de notre arrivée, la veille de Pâques où souvent il faisait un vent glacial, quand maman lui demandait des nouvelles de sa fille et de ses neveux, si son petit-fils était gentil, ce qu'on comptait faire de lui, s'il ressemblerait à sa grand-mère. Et quand il n'y avait plus de monde là, maman, qui savait que Françoise pleurait encore ses parents morts depuis des années, lui parlait d'eux avec douceur, lui demandait 1000 détails sur ce qu'avait été leur vie. Maman était la première personne qui lui donna cette douce émotion de sentir que sa vie, ses bonheurs, ses chagrins de paysanne pouvaient présenter de l'intérêt, être un motif de joie ou de tristesse pour une autre qu'elle-même. Ma tante se résignait à se priver un peu d'elle pendant notre séjour, sachant combien ma mère appréciait le service de cette bonne si intelligente et active, qui était aussi belle dès 5 heures du matin dans sa cuisine, sous son bonnet dont le tuyautage éclatant et fixe avait l'air d'être en biscuit, que pour aller à la grand-messe, qui faisait tout bien, travaillant comme un cheval, qu'elle fût bien portante ou non, mais sans bruit, sans avoir l'air de rien faire. La seule des bonnes de ma tante qui, quand maman demandait de l'eau chaude ou du café noir, les apportait vraiment bouillants. Quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que madame Goupil ait passé plus d'1 quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. « Eh, il n'y aurait rien d'étonnant, » répondait Françoise. « Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer madame Humbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. » « Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elle vienne de chez monsieur le curé, » disait Françoise. « Ah, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, » répondait ma tante en haussant les épaules. « Chez monsieur le curé, vous savez bien qu'il ne fait pousser que de petites méchantes asperges de rien. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras. Pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. » « Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête? »« Non, madame Octave. »« Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide votre tête, vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Maglone qui était venue chercher le docteur Pipereau. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau.
Il faut qu'il y ait quelque enfant de malade. » « Eh là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloignée, sans commencer à gémir. »« Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ?»« Oh, mon Dieu, ce sera pour Madame Rousseau. Voilà-t-il pas que j'avais oublié qu'elle a passé l'autre nuit. Ah, il est temps que le bon Dieu me rappelle. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma tête depuis la mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre votre temps, ma fille. Mais non, Madame Octave, mon temps est pas si cher. Celui qui l'a fait nous l'a pas vendu. Je vais seulement voir si mon feu s'éteint pas. » Ainsi, Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble au cours de cette séance matinale les premiers événements du jour. Mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait, et 4 coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison. « Mais Madame Octave, c'est pas encore l'heure de la pepsine, disait Françoise. Est-ce que vous vous êtes senti une faiblesse? » « Mais non, Françoise, disait ma tante. C'est-à-dire si. Vous savez bien que maintenant les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. Un jour je passerai comme Madame Rousseau, sans avoir eu le temps de me reconnaître. Mais ce n'est pas pour cela que je sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, Madame Goupil avec une fillette que je ne connais point? Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus. C'est bien rare si Théodore peut pas vous dire qui c'est. Bah, ce sera la fille de Monsieur Pupin, disait Françoise, qui préférait s'en tenir à une explication immédiate ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. La fille de Monsieur Pupin? Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise. Avec cela que je l'aurais pas reconnue. Mais je vais pas dire la grande Madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. Ah, à moins de ça, disait ma tante. Il faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. C'est ça, y a pas besoin de chercher, elle sera vue pour les fêtes. Mais alors nous pourrions bien voir tout à l'heure Madame Sazera venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. Ce sera ça, j'ai vu le petit chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez Madame Goupil.